Voilà, donc ma petite cabine modeste, 17 mètres carrés, quoi. Donc tu m'avais expliqué, c'est une cabine Live and Dead End, c'est ça? Non, non-environnement. Ok. Voilà, donc tout simple. Monitor flush mount, Ouais. qui radie en 2 pieds radiants du coup, qui tire dans la pièce, et puis tout ce qui va pas au sweet spot part dans des immenses absorbeurs. Ok. Qu'est-ce que tu entends par 2 pieds radiants? C'est l'angle de... Oui, c'est l'angle en 3D. Ok. Donc du coup, tu as tout construit toi-même, il faut le signaler. Ouais, tout, le design, la construction. Et le principe des pièces non environnantes, ça vient d'où et quel exemple on a dans le monde? Alors, ça vient d'où? Ça vient de Monsieur Hidley à la base, qui a testé pas mal de choses sur l'acoustique à l'époque. Il a eu une petite traversée du désert, je crois, en termes de clients, de projets, enfin ça le saoulait un peu. Il y avait des trucs qui le saoulaient un peu, il n'était pas content, il n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait. Et à un moment, donc il a eu cette idée de la pièce non environnement, et puis ils ont eu un client japonais, je crois, où il a fait le deal, ok, je veux bien construire vos studios, mais dans ce cas-là, on va construire la première control room en double, une comme vous me le demandez et une avec mes nouvelles idées, et quand vous écouterez, vous choisirez laquelle des deux vous préférez, et à ce moment-là on construit toutes les autres sur le principe qui a été choisi. Et donc les mecs ont préféré la pièce non environnement qui venait de faire, et ils ont construit le complexe comme ça. Ensuite ça a pas mal été avancé avec Philippe Newell, qui a bossé avec Tom Hidley et qui fait énormément de pièces non environnantes dans le monde. Et puis plus récemment, il y a Northward Acoustics qui a amener un peu plus loin le concept. Alors ils appellent pas ça du non-environnement, mais il y a quand même pas mal de principes psychoacoustiques et acoustiques qui sont similaires, ou en tout cas qui partent des mêmes constats et des mêmes idées, quoi. Parce que là, ça fait quand même penser justement aux cabines Northward, là, ces diffuseurs, la position des diffuseurs, le fait que tu aies la façade réfléchissante. Toutes les pièces non-environnement ont toujours la façade réfléchissante et le floor réfléchissant. L'idée étant que tu supprimes la pièce, donc les enceintes sont contentes, tu as une écoute anéchoïque, mais toi t'es pas content parce que tu te sens pas bien dedans. Donc pour te sentir bien dedans, il y a le sol et le mur réflexif de devant qui te font des rebonds, qui disent à ton oreille inconsciente, ta perception du danger et de l'espace, qu'il y a une pièce et tout va bien. Et après, en rajoutant des diffuseurs un peu stratégiquement placés sans chercher à ce qui feedback trop d'informations, tu peux réussir à avoir un petit peu plus d'indices environnementaux pour te sentir bien dans la pièce sans que ça perturbe l'écoute des enceintes. Donc en gros que les diffuseurs ils feedback de l'énergie qui est masquée par le signal direct, et que voilà, ça te pose pas de soucis, quoi. Et qu'au moins tu te sentes bien dans la pièce et à la fois que tu aies du bon son, quoi. Ok. Et du coup, qu'est-ce que c'est comme PMC ici? Alors c'est des vieilles PMC MB1, donc elles ont du vécu. C'est l'époque d'ailleurs où il y avait encore le mid-range ATC, SM75-150S, qui selon certains est mieux que celui que PMC a fait pour pallier au fait que ATC a arrêté de leur vendre. Bon, des histoires de... Voilà, elles sont, à la base c'est un modèle passif, mais là du coup elles sont complètement changées. Elles sont filtrées ici en actif en FIR, donc elles sont en linear phase. Enfin, pour les crossovers, elles ne sont pas compensées dans le bas parce que 100 millisecondes de latence, c'est un peu chiant pour bosser. Du coup, donc elles sont passées en active. Il y a 3 amplis Encore NC500 par côté. Donc des amplis classe D modernes. Voilà, Hypex Encore, des NC500. De plus, la ligne de transmission, je l'ai stuffée beaucoup plus que ce qu'elle est à l'origine pour plus tendre vers un alignement apériodique qui est plus adapté quand on flush mount dans le mur que d'avoir la réponse de la TL qui est un peu picky et plus résonante, plus adaptée à du freestanding donc ça permet de corriger le baff tape, quasiment de le corriger intégralement acoustiquement, au lieu de le corriger en rajoutant un low shelf, un machin. Puis vu que la ligne de transmission elle a quand même tendance à être un peu boomy entre 40 et 100, ça permet aussi de ramener l'output là où il faut, ça baisse le groupe délai. Et ce qu'on a aussi, c'est que du coup ça la low passe un peu plus, donc il y a moins de low mid qui ressortent par la TL aussi. Donc okay. Là il y a quasiment, quand tu mets l'oreille dessus, t'entends vraiment de l'infra, du 30, 40, 50 et en dessous, mais voilà. Donc ça se comporte quasiment comme si je les avais bloqués pour faire un cabinet clos, en fait. Okay. Voilà. Est-ce que tu EQ ces enceintes? Non. Alors, elles sont
filtré en actif, donc j'ai refait tout le crossover. Les drivers sont EQ flat anéchoïque. Ouais. De là, on applique le crossover textbook là où il faut, et puis derrière, il n'y a pas d'autre correction que ça. Alors pourquoi ne pas faire une correction EQ? Bah parce que déjà la pièce se comporte bien, et que les choses qui auraient à compenser sont des choses très locales et liées à du rebond du sol, rebond du bureau, des choses du genre, ce qui est une très mauvaise idée de les compenser par de l'EQ. Le bas est bien et cool, donc pas de raison. Et puis bah, l'aigu, en général, si tu as une pièce qui est absorbée comme il faut, l'aigu, s'il est flat anéchoïque, il est flat dans la pièce aussi, quoi. Ouais. C'est plus en général les bas mid et le bas. Donc voilà, une pièce, ça agit avec un délai, dans tous les cas. Donc quand on EQ quelque chose qui a un délai, on EQ aussi sa première composante qui est censée être flat. Et il y a quand même il y a des études, des choses, il y a pas mal d'avancées notamment grâce à la recherche sur la réalité virtuelle, sur qu'est-ce qui rend des espaces cohérents, qu'est-ce qu'on doit envoyer dans un casque pour que quelqu'un puisse croire que l'espace est croyable, enfin il est vraisemblable, voilà, merci, que ça paraît être ok, je me sens projeté dans cet endroit. Du coup, il y a quand même pas mal de recherches qui montrent qu'en gros, le cerveau il se lock sur le son initial et ensuite il intègre le reste de la pièce. Donc quand tu vas EQ un roll-off dans l'aigu ou un shelf dans l'aigu ou un truc comme ça, tu vas changer ta perception de la manière dont ton cerveau fonctionne comme ça. Par contre, c'est vrai que dans l'infra ou en dessous du rebond du sol, le délai il est inférieur à un demi-cycle de longueur d'onde. Là, le cerveau peut plus vraiment faire la différence entre le son direct et le début de la contribution de la pièce. Et donc là, oui, mettre un coup d'EQ peut être beaucoup moins problématique. Mais là où je suis, dans le bas, je suis bien. Et voilà. Et après, le rebond du sol, c'est un notch, il est comme ça. Il est normal. On n'entend pas forcément toujours autant que le grave de Room EQ Wizard voudrait nous faire croire, quoi. Exactement, ouais. Donc du coup, cette cabine, tu l'as construite toi-même, t'as mis combien de temps? Eh ben, ça fait 38 mois maintenant. Alors ça n'a pas l'air comme ça, mais en fait, tout est caché, puisque derrière voilà. ces diffuseurs, on a de l'absorption, évidemment. Alors, première chose, on a une enceinte en béton armé. Ouais. Voilà, qui est déjà shapé, quoi, qui est pas géométriquement carré. Donc ouais. Tout ce qui est la partie devant, là, en fait, c'est juste le mur qui a été enduit et peint avec un stuc. Mais donc, c'est une enceinte en béton armé qui est située dans une casemate qui a des murs d'1,20 m d'épaisseur, donc voilà. Donc tout ça, ça fait ton isolation un peu de... Voilà, oui. Et puis, là, il y a une porte de 154 kg qui fait quand même pas mal en termes de réduction de bruit. Et alors, pour le traitement acoustique ? Et donc, à la suite de cette enveloppe, il y a premier layer des membranes, un peu plus de 22 mètres carrés d'absorbant. Alors, premier layer en partant du fond ? En partant du fond. Ouais. Là, en fait, derrière là, c'est vissé sur les caissons des membranes, ouais. qui font entre 20 et 33 cm de profondeur. En gros, ils sont tune entre de 26 à 37 dans cette pièce. Il y a donc deux membranes là. Ouais. Une là et encore une là. C'est une de 1 mètre de large, une d'1 mètre 40 et deux d'1 mètre 20 de large. Et pareil de l'autre côté. Donc il y a 8 membranes dans la pièce. Ça fait le premier layer qui traite jusqu'à en gros 50-55 Hz. Et puis devant ça, on a des guides d'onde. Donc des panneaux suspendus qui font à peu près 1 mètre 20 de profondeur avec un angle. Ouais. Et qui eux font le 60 à 20K, quoi, en gros. D'accord. Sachant que c'est limite 50, 55, 60, c'est pas brick-wall d'un coup, ça fait une zone crossover un peu entre les deux, donc voilà. Le plafond, c'est différents layers de laine de verre, et puis voilà. Et alors, en mesure, ça donne quoi ? Notamment le traînage, j'ai 150 millisecondes de temps de decay de 30 Hz à 20K et un petit peu plus long, en dessous de 30 Hz. Il reste une légère résonance à 19 Hz qui pose pas vraiment de soucis, mais qui est genre à 300 millisecondes, quelque chose comme ça. Bon, J'aimerais bien avoir ce genre de problème. Oui, le seul problème dans ma pièce, une résonance à 19 Hz.